Un petit rappel, dans la salle, 4 tables ont discuté des pistes d'action dans les milieux éducatifs. 4 tables ont discuté des pistes d'action dans les communautés. Donc, on va commencer avec les milieux éducatifs. Et la façon que ça va se passer, c'est qu'il va y avoir une séquence, donc qui va être reprise d'ailleurs pour les milieux, pour la communauté également. Donc, on va inviter une première diade de table à venir parler des actions au niveau local et fédéral. Ensuite, une deuxième diade qui va venir nous parler des actions au niveau régional et provincial. Et ensuite, on ira prendre les éléments complémentaires à ce qui aura été dit, autant dans la salle. Donc, chacun d'entre vous sera invité à aller prendre le micro pour nous nommer des éléments qui n'auraient pas été nommés par les représentants des tables et également les gens web diffusion. Et pour les gens web diffusion, on vous inviterait à nous envoyer les éléments complémentaires que vous voulez ajouter pour bonifier les présentations via la fonction « Poser une question ». Comme ça, ça nous permettra de rapidement identifier ce qui n'a pas déjà été dit par les autres participants. Alors, je demanderai à l'avant les représentants des tables 1 et 2 qui ont réfléchi aux actions au niveau local et fédéral dans les milieux éducatifs. Donc, ces personnes-là, je leur demanderai de venir à l'avant. Chaque diade a 5 minutes top chrono pour faire une synthèse. Donc, c'est vraiment un exercice de synthèse, mais c'est parce qu'on veut se garder du temps pour entendre le reste de la salle et les gens en web diffusion. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Donc, comme on avait compris la question, qu'est-ce que les services de garde et les écoles peuvent faire de mieux pour réduire l'écart entre les enfants? On a sorti plein de trucs. Continuer à travailler et à développer des initiatives de transition. La transition qui n'est pas seulement le papier de transfert là, entre les services de garde et l'école. Donc, c'est vraiment de créer des liens, que les écoles soient ouvertes à la communauté, les gymnases, les bibliothèques. C'est aussi d'accompagner le parent dans la transition parce que le parent aussi vit cette transition-là. Donc, et de garder vivant un des outils qui est quand même très intéressant, le guide pour soutenir une première transition de qualité là, qui a été fait notamment par le MELS. Donc, essayer de trouver des façons de le garder vivant pour aider à ce niveau-là. Il y a toujours la problématique de comment rejoindre les parents qui sont ni dans les services de garde, ni dans les organisations communautaires pour justement favoriser la transition vers l'école. Donc ça, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut continuer de travailler. Je vais ajouter à ça ce que tu dis, monsieur, qui parlait un peu plus tôt des parcs. On travaille à Montréal ici, donc dans les parcs, il y a souvent des intervenants communautaires scolaires qui travaillent à approcher les familles isolées, les familles très défavorisées, dont les enfants ne fréquentent pas les milieux de garde. Donc, oui. À notre table, on a parlé de tout l'aspect de l'accès pour les familles plus défavorisées aux services de garde de qualité. Donc, on ne savait pas trop comment régler la question parce qu'il y a quand même une liste centralisée, il y a plein d'enjeux, mais on trouvait qu'il faut se pencher vraiment sur cette question-là. La concertation au niveau local est quelque chose de très important. Il faut que les milieux de garde et les écoles fassent partie des tables petite enfance. Là, on parle beaucoup à Montréal parce que notre table était très montréalaise. Là. Ensuite, moi, c'est pas mal. J'ai pas mal tout dit. Je pense que tu peux me compléter, puis je te compléterai ici. Voilà, on s'est dit qu'on se coupait et qu'on enchaînait. Donc, rapidement, la concertation, on en a aussi beaucoup parlé, l'importance des tables de quartier, des tables de concertation où on souhaite retrouver le plus grand nombre de représentants des milieux de la petite enfance et du milieu scolaire. Et on sait que majoritairement, on y retrouve des directions d'école, alors qu'on peut aussi y retrouver des enseignants,
enseignants, des éducateurs, éducatrices. Donc, il y a toute cette pertinence-là au niveau de la table de concertation. Ce qui se fait aussi dans le milieu scolaire, donc à une école montréalaise pour tous où je travaille, où notre mission est exactement ce qu'on retrouve en titre, donc réduire l'écart entre l'écart au niveau de la réussite pour les enfants issus de milieux défavorisés, alors et milieux défavorisés pluriethniques à Montréal. Donc, toute l'importance, la pertinence d'offrir de la formation, du soutien et de l'accompagnement à tous les personnels scolaires qui œuvrent en milieu défavorisé. Et quand on parle de formation, les trois grands indicateurs que sont la littératie, la numératie et l'engagement scolaire. Donc, on travaille autour de ces thèmes-là et on invite aussi, on soutient le personnel scolaire à mieux accueillir les enfants et leurs familles issus de milieux défavorisés, à bien les connaître, parce qu'on sait, entre autres, que pour ces familles, parfois l'expérience scolaire a elle-même été très difficile. Donc, leur rapport à l'école peut être assez difficile et parfois même négatif. L'autre action autour de la table, donc, on a l'organisme Lire et faire lire qui propose des activités de lecture et qui rejoignent vraiment la présentation, des éléments de la présentation de Madame Bouchard autour de la triade éducateur-enfant et dans ce cas-ci, mamie-papy, donc les grands-parents qui proposent des activités de lecture où on a au cœur de tout ça, le lien affectif qui est fondamental. Et Lire et faire lire déploie actuellement pour se rendre un peu plus loin, donc dans d'autres provinces, ces activités. Juste pour conclure, au fédéral, on n'a rien trouvé parce que c'est les juridictions provinciales, les écoles, les services de garde. En tout cas, on n'a rien trouvé à nos deux tables. Donc, on vous invite à nous donner des idées plus tard. Hey, merci, super. Quelle belle synthèse. Donc, ça donne le ton pour les prochaines. Donc, j'inviterai les représentants des tables 3 et 4 qui pourront nous parler des pistes d'action à l'échelle régionale et provinciale. Alors, bonjour à tous. Ça a été assez effervescent à notre table. Ça a été difficile de résumer. Alors, au niveau régional, on a beaucoup ressorti les activités parents-enfants et le fait que c'est plus intéressant de modeler des comportements que d'enseigner aux parents et de donner de la formation. Alors, peu importe le type d'activité parents-enfants, c'était très gagnant et il faut le faire en essayant de faire le pont entre les besoins des personnes à qui on s'adresse, parce qu'évidemment, si on formate ça tout seul dans nos bureaux, ça ne fonctionnera pas, mais il faut aussi tenir compte des objectifs qu'on poursuit, des objectifs d'intervention. Alors, comment on fait le pont entre les deux et qu'on va être capable de s'adapter, de reconnaître les parents sans les juger pour vraiment créer un lien de confiance. On s'est dit aussi que, évidemment, on veut faire ce type d'activité-là, mais il arrive que des familles soient en difficulté, puis les enfants, on a une plage très, très courte pour les aider. Alors, il ne faut pas travailler en silo, mais il faut avoir une panoplie de services, par exemple, envoyer l'enfant en CPE rapidement pour avoir une stimulation adéquate, peut-être donner du soutien psychologique ou de travail social aux parents, aux familles, puis aussi avoir des programmes pour les intervenants, pour les soutenir, par exemple, au niveau de la formation sur le développement du langage. Et utiliser peut-être plus adéquatement les services spécialisés, par exemple en orthophonie. Si on travaille en amont avec les enfants vulnérables, on va mieux utiliser les fonds que si on laisse la situation se détériorer puis qu'on doit tous les voir en intervention individuelle. Alors, il y a un changement de paradigme qu'il faut faire. Au niveau provincial, ce qu'on disait, en fait, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. On a discuté sur la question de universalité versus équité. Évidemment, si on est en
ville, puis on peut se déplacer à pied pour aller dans un CPE ou dans une école, versus si on est en région, bien, il faut organiser du transport, c'est pas les mêmes besoins. Si on est une famille migrante qui cherche à réseauter, à s'intégrer, versus si on est une famille où la famille élargie est autour, on ne ressentira pas les mêmes besoins. Alors, d'essayer de voir peut-être au niveau du gouvernement, de favoriser des mesures qui vont être pérennes. Parce que quand on parlait de liens émotifs aussi tantôt, de liens de confiance, si on veut laisser la place à la créativité dans les milieux, si les enveloppes sont fermées avec des critères très particuliers, si elles sont ponctuelles, ben finalement, on donne des coups d'épée dans l'eau. Donc, aussi, on se disait qu'il ne faut pas réinventer la roue. Donc, s'il y avait des espaces créés virtuellement où les différentes régions peuvent déposer les projets porteurs, échanger, pouvoir s'appeler entre eux autres, justement, pour pas réinventer la roue et de pas non plus offrir des services avec des diagnostics. Alors, souvent, c'est la course au diagnostic, mais les enfants ont des problématiques complexes. Donc, si on pouvait leur offrir des services, peu importe dans 1 an ou 2 ou 3, quel sera le diagnostic ou pas, l'important, c'est de faire une intervention précoce. Puis, évidemment, les ordres professionnels peuvent aider aussi dans la structuration de ces politiques-là. Bien sûr, plusieurs éléments sont déjà dits. Je dirais peut-être que notre table était composée de gens issus beaucoup de services, autant de services de garde que de services scolaires, de maternelle. Alors, pour nous, ce qui est sorti aussi, c'est que il me semble qu'on devrait au Québec s'assurer que tous les enfants de milieux défavorisés ou non, mais particulièrement des milieux défavorisés, aient accès à un milieu éducatif, qui soit au niveau de nature, au niveau municipal, qui soit au niveau scolaire ou de service de garde, mais on devrait avoir cette préoccupation-là on peut nommer, on peut définir où sont les enfants, bien, s'assurer qu'il y a un service éducatif qui corresponde à son besoin, à sa famille. Et pour ça, on se disait aussi qu'il serait important qu'il y ait une promotion des services éducatifs, justement leur importance, pour pas que des parents de certains milieux ont l'impression que c'est par leur incompétence qu'on va aller chercher des services éducatifs, montrer que c'est important pour les enfants et que ce sont des bons parents qui cherchent finalement des services de garde éducatifs pour leurs enfants d'âge préscolaire. Alors, ça, c'est important. Dans la question de la maternelle 4 ans, les gens disaient, bien, c'est important de consolider d'abord ce qu'on a là. Déjà, de mesurer, aussi d'évaluer les impacts. Et également, puis on définit déjà que la taille des groupes, si on regroupe des enfants qui ont des problématiques, bien, la taille des groupes actuels ne permet pas d'avoir vraiment une grande efficience. Alors, accessibilité du transport pour tous. Alors, merci beaucoup pour cette belle synthèse. Un petit rappel pour les gens en web-diffusion, nous partagez la synthèse de vos échanges par le bouton « Transmettre votre synthèse ». Là, on va procéder, dans le fond, à la période plénière sur les milieux éducatifs. On inviterait tous les gens dans la salle, donc y compris les tables qui ont réfléchi plus du côté des communautés, à aller au micro pour ajouter des éléments à ce qui vient d'être mentionné. Également, on va prendre des ajouts qui ont été nommés par des gens qui ont travaillé en web-diffusion. Donc, est-ce que quelqu'un dans la salle... je pense des fois les tables aussi, je sais que vous avez réfléchi plus largement que sur ce que vous nous avez présenté à l'avant. Donc, si vous avez des pistes qui n'ont pas été nommées par les autres, n'hésitez pas là, à nous les partager. Guylaine, de ton côté, est-ce que tu voulais faire ressortir certains éléments de web-diffusion? Oui. Peut-être 2 ou 3 initiatives. De la région de Montréal, il y a un groupe qui nous a suggéré des initiatives de parrainage entre familles des 2 milieux étant favorisés et défavorisés. C'est quelque chose qui n'avait pas été mentionné. Sinon, le transport était très présent, comme ce qui a été dit. Mieux faire connaître de la région Abitibi-Témiscamingue, Montérégie, Estrie, ce sujet-là est revenu. Mieux faire connaître les services offerts par le réseau de la santé, services professionnels. Tantôt, on en a parlé, mais on a dit qu'il y a beaucoup de services qui sont offerts dans le réseau public de santé qui sont gratuits et on se rend compte qu'ils ne sont peut-être pas très bien connus par nos autres partenaires que sont l'école, les CPE et tout ça. Donc, meilleur arrimage au niveau des services. C'est pas mal ça, sinon ça a été dit. Donc, on est convergents dans nos discussions.
Peut-être, je vous soulèverais peut-être une question. Donc, je pense que c'est dans la dernière synthèse où on en a un peu, on a effleuré le sujet. Donc, des mesures plus universelles ou des mesures plus ciblées. Donc, dans vos échanges autour des tables, est-ce que c'est survenu cette discussion-là? Puis, à quel type d'action, dans le fond, vous associez davantage des mesures ciblées versus des mesures plus universelles? Bien, nous, à notre table, sur cette question de mesures ciblées ou plus universelles, on a eu l'exemple des maternelles 4 ans. Donc, pour nous, ce serait des maternelles 4 ans partout et non pas seulement en milieu défavorisé, si c'est l'option qui était choisie. Et par contre, on émettait des bémols qui étaient soulevés là, dans un avis du Conseil supérieur de l'éducation, la question de scolarisation versus socialisation. Donc, rien n'est fixé, tout est en suspens encore. Pouvez-vous nous parler un peu de ces bémols? Juste préciser votre pensée. Bien, en fait, on trouvait que, préciser la pensée, donc on trouvait que, c'est ça, les CPE étaient plus axés dans des mesures de socialisation versus une structure scolaire plus intégrée dans une maternelle 4 ans qui était plus scolarisante. On voyait moins les avantages à intégrer les enfants dans une structure scolaire en si bas âge. Le côté ludique, un peu plus ludique dans les CPE, a aussi fait ses preuves. Donc, on était un peu dans ces constats-là. OK. Merci. Des gens dans la salle qui voudraient ajouter sur cette question-là? Ou autre piste d'action qui n'aurait pas été nommée jusqu'à présent? Ça va? Des réactions, commentaires en web diffusion? Oui? Jusqu'à présent, du côté du Saguenay, on me dit du royaume du Saguenay, le soutien à la recherche appliquée. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent, mais donc l'apport que peut avoir la recherche dans cette transition-là entre les deux milieux éducatifs. Oui. Sur le besoin de concertation, en particulièrement entre le milieu scolaire, les milieux des CPE et le réseau communautaire. Il y a très peu de moments, sauf des initiatives très locales, souvent, où les gens ont réussi à mettre les gens en commun, mais une meilleure connaissance collective des services et des avantages de chacun permettrait d'avoir des projets qui seront de meilleure qualité pour les enfants parce qu'un meilleur respect des certains partenaires, puis trouver des projets ensemble. Donc, il y a un besoin important de concertation entre les milieux. Intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a fait une petite formule mariage aujourd'hui avec des places assignées, mais c'est justement parce qu'on souhaitait vous asseoir avec des gens de d'autres secteurs, là, puis on espère que vous avez apprécié cette formule-là. On espérait que ça suscite des échanges intéressants. Oui? Bonjour, Claude Leblond, travailleur social, président des travailleurs sociaux, thérapeute conjugaux et familiaux. Rapidement, au niveau de la concertation, ça me semble évident, effectivement, qu'il y a des noyaux concentrés et qu'on doit de plus en plus élargir, là, si on veut répondre à l'objectif qui est de réduire les écarts. Sans doute, premièrement, là, ce que Mme Pitre nommait, là, les milieux scolaires, les milieux de garde et les organismes communautaires familles, mais nécessairement aussi les municipalités, nécessairement le réseau de la santé et des services sociaux. C'est une porte d'entrée particulièrement utilisée là, et dans laquelle on retrouve les populations là, qui sont plus défavorisées. Alors, ces maillages-là, on devra les faire. Aussi avec emploi, sécurité, sécurité sociale, c'est pas comme ça que ça s'appelle, solidarité sociale, excusez-moi. Mais cette cohérence qu'on devrait retrouver au plan gouvernemental, on devrait la retrouver aussi au plan régional. On l'a peut-être un peu perdu en abolissant les CRE. Ça, c'est un message politique. Et on devrait la retrouver au plan local. Et dans certains exemples qu'on a entendus, il n'y avait pas cette utilisation-là des autres réseaux que ceux qui ont une vocation particulière au plan éducatif. Et ça, c'est une invitation, je trouve, à ce qu'on ouvre notre réflexion plus large. Intéressant.
Merci. Bon, bien, on me fait signe que je dois conclure de toute façon, donc ça va. On va procéder maintenant aux pistes d'action dans les communautés, donc qui incluaient, je le rappelle, les organismes communautaires, mais aussi les municipalités. Donc, j'inviterai à l'avant les représentants des tables 5 et 6 qui viendront nous parler des pistes d'action à l'échelle locale et fédérale. Donc, encore une fois, une synthèse de 5 minutes qui vous sera présentée. Pas de problème. En fait, c'est ça. Nous, pour qu'est-ce qui est des pistes au niveau local, moi, on travaille à certains hauts niveaux, essayer de faire vraiment des synthèses. Donc, une des choses qui est revenue souvent, c'est la participation citoyenne en matière de design participatif en aménagement du territoire pour susciter vraiment une adhésion au projet d'aménagement. Après ça, on a aussi beaucoup parlé sur les initiatives lecture. Bon, on parle de croque-livre, lecture en cadeau, etc. Donc, évidemment, pour s'assurer que donner de la chance à tout le monde de réussir en matière de persévérance scolaire. Donc, ça, pour nous, c'était un point important. Après ça aussi, il y avait beaucoup de décloisonner les structures, s'assurer de rejoindre le bon public. Un exemple qu'on avait qui était vraiment intéressant de Saint-Michel, ça s'appelle le V-Libre. Là, on a le V-Livre et non le V-Libre comme à Paris, et qui était en vélo, une bicyclette qui se promène dans les quartiers pour amener la bibliothèque vers les gens et non l'inverse, parce que souvent la bibliothèque, notamment, ça peut être des fois impressionnant là, pour certaines communautés. Donc ça, c'était des initiatives pour rejoindre le bon public. Et on parlait aussi des initiatives, aussi améliorer les initiatives en matière de tisser les liens sociaux. Un peu, tu sais, recréer le perron d'église qu'on a connu qui permettait d'avoir une manière échange entre les différents milieux sociétals. Donc, on donnait un exemple, c'est ça, on était une table peut-être un peu urbaine, là, mais des ruelles vertes, où que là, il y a de plus en plus, ça devient des terrains de jeu en milieu sécuritaire où que les enfants jouent de façon sans différenciation. Donc, ça, pour nous, c'était un élément important. Et évidemment, comme on l'a dit depuis le début, là, avoir une meilleure concertation entre tous les acteurs, ça faisait une partie importante. Veux-tu que j'aille au local ou tu veux que j'aille au fédéral, comme tu veux? Complète, ça va être plus intéressant. L'idée d'abolir les frontières, l'idée de proximité des services apparaissait pour nous un élément clé. Proximité des services, proximité des ressources dans le quartier. Nous aussi, aller vers les parents et non pas juste les parents dire « venez vers nous ». Donc, que le chemin se fasse à l'inverse. Les inciter à fréquenter des milieux de vie. On nommait aussi des exemples de proximité de services comme des visites à domicile des organismes communautaires qui vont dans les familles pour aller les rejoindre, pour rejoindre les familles plus isolées, par exemple. Des fêtes de quartier qui étaient organisées. Puis nous aussi, l'idée de réseauter les parents dans la perspective de créer le lien social. Ce qui est du fédéral, qui peut sembler à plusieurs un peu loin, mais on a quand même trouvé des bonnes pistes, je crois, intéressantes. Évidemment, on voulait favoriser l'expertise du Québec en matière de tout-petits de politique, donc essayer d'avoir créé une politique fédérale stimulante pour les tout-petits, comme pour justement diffuser les bonnes nouvelles du Québec, mais aussi faire la diffusion des bonnes pratiques ailleurs. Aussi, le fédéral pourrait être une espèce de lien entre les, pour exactement un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire diffuser la bonne nouvelle, mais aussi une meilleure prise en compte des besoins des familles immigrantes. Parce que, bon, au niveau le fédéral accueille, c'est eux qui sont responsables des immigrants, donc une meilleure prise en compte quand les enfants arrivent en bas âge, là, les difficultés que les familles ont. Donc, ça serait un point important qui pourrait être intéressant. Aussi, on parlait de réduire la barrière provinciale fédérale, évidemment, s'assurer qu'il y ait une meilleure cohésion entre les besoins. Aussi, un élément qui est intéressant, c'est un peu aussi, c'est axer l'assurance-emploi sur les familles. Souvent, il y a des modalités, des nouvelles règlements en matière d'assurance-emploi qui peut briser les liens familiaux parce que papa doit aller travailler à 150 km. Donc, ou maman, faut pas. Puis ça peut vraiment créer des problématiques au niveau familial. Donc, ça serait peut-être des points à regarder puis à soulever avec le fédéral. Et il y avait un autre petit point, c'est indexer les programmes, le programme PACE qui n'a pas été indexé depuis 1997, je crois. Donc, ça pourrait être un point intéressant.
Alors, pour notre idée au niveau fédéral, on est retourné dans les années 90 avec la campagne 2000. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? La campagne 2000 sous l'ère de Jean Chrétien, donc qui avait pour but de mettre en place des initiatives sociales et politiques. Or, ça n'a pas très bien fonctionné, la campagne 2000. Hein, au lieu de réduire la pauvreté, ben pas ça l'a augmenté, mais on a vu que ça avait augmenté la pauvreté sur 10 ans. Mais nous, on a bon espoir que notre agenda de 10 ans, qui commencerait à partir de 2020, déploierait une stratégie nationale de soutien aux parents et aux familles pour le bien-être des enfants. Et voilà. Et nous, on a beaucoup abordé la question de vraiment en amont, de manière plus macro, pour réduire les écarts entre les enfants. Eh bien, il faut faire de la lutte à la pauvreté pour qu'il y ait des changements durables et à long terme. Donc, pas juste y aller à coup d'actions et de projets. Au niveau de la concertation, on l'a mentionné tantôt, j'ajouterais peut-être que on a soulevé des exemples de tables de concertation qui fonctionnaient très bien, de démarches concertées qui permettaient aux acteurs des communautés de s'engager. Et j'ajouterais, c'est un petit point personnel, mais faire attention à la concertation, ne pas y aller à coup de nouvelles concertations, peut-être consolider les concertations existantes, parce qu'on est peut-être dans une ère d'hyper-concertation, et là, peut-être qu'on dilue les actions. Alors, merci beaucoup pour cette synthèse. Avant de procéder à la prochaine synthèse, juste faire un petit rappel parce que des gens qui nous posent la question en web diffusion, oui, on a bien reçu vos synthèses, puis évidemment, compte tenu que vous êtes très nombreux en web diffusion, on ne peut pas ramener dans l'échange tous les détails de vos synthèses, mais soyez assurés que la raison pour laquelle on vous les a demandées, c'est qu'on veut pouvoir les lire et intégrer vos propos dans le document qui sera produit au cours de l'été. Toutefois, je le réitère, s'il y a des éléments qui ne sont pas nommés par les tables ici en salle et que vous voulez qu'on les nomme au micro, envoyez-les via le bouton « Poser une question ». Comme ça, ça nous permet de lire tout de suite l'élément que vous souhaitez qu'on soulève pour le mêler aux échanges. Donc, on va continuer donc en invitant les représentants des tables 7 et 8 qui vont venir nous parler des pistes d'action à l'échelle régionale et provinciale pour les communautés. On s'en façon, vas-y. Il y en a été question beaucoup depuis tout à l'heure, mais on a beaucoup parlé de l'importance du transport, évidemment. Rendre accessible du transport pour les familles qui sont les plus isolées au niveau régional. Après ça, on a parlé aussi d'une meilleure adéquation entre le local et le régional. Puis là, on parle-tu des MRC, on parle-tu régional, on a eu une petite discussion à ce sujet, et des programmations partagées. Donc, plutôt que chaque communauté fasse sa programmation, est-ce qu'on pourrait imaginer des programmations qui seraient partagées? Quand on parlait de la qualité des initiatives, la première chose qui est sortie à notre table, c'est la mixité. Donc, la possibilité que les enfants se rencontrent de façon mixte. Dans les programmations partagées, il y avait cette idée-là aussi d'offrir la mixité. Et au niveau régional aussi, et provincial d'une certaine façon, il y avait l'accès à des logements sociaux, beaucoup, qui favoriseraient donc les enfants les plus défavorisés. Pour le provincial, on parlait d'abolir les barrières institutionnelles et on parlait aussi du partage des infrastructures. Tu sais, il y avait des discussions autour de la table, comment c'est difficile, par exemple, les gymnases qui sont fermés en soirée alors qu'ils pourraient, des gymnases d'école qui pourraient être accessibles à des activités, donc abolir les barrières institutionnelles. Et on parlait de la mixité, donc des politiques et des programmes pour favoriser la mixité au niveau provincial. Et puis, de façon générale, et là, c'est à n'importe quel niveau, c'est aussi écouter la voix des parents, donc que ce soit au local, au régional, au provincial, au fédéral, et puis soutenir la participation à la définition des priorités sociétales, donc permettre la voix des parents là-dedans. Voilà, c'était pour la table 8.
On avait des petites choses qui pouvaient se ressembler, mais à des niveaux différents. Donc, de notre côté, là, dans la communauté au régional, on a pensé que les cours prénataux pourraient continuer à être portés par le CLSC, mais davantage déployés dans les organismes communautaires familles pour favoriser une meilleure accessibilité des familles dans leur communauté et aux services, pardon. On a parlé aussi de peut-être avoir une meilleure adéquation justement au régional entre les commissions scolaires, la ville et l'ensemble des partenaires dans la communauté. Donc, c'est au régional, c'est quelque chose qu'on avait soulevé qui pouvait être fait. Puis, au provincial, bien évidemment, le financement des organismes communautaires familles est un enjeu important. Entre autres, aussi, il y avait eu une idée de projet de créer des liens entre les organismes communautaires, les ressources du milieu, avec les parents dès l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille. Donc, par exemple, ça pourrait être fait au provincial qui aille, dans le fond, dès l'arrivée d'un nouvel enfant, les parents sont référés à un organisme communautaire pour faciliter, dans le fond, leur intégration dans leur nouvelle vie de parents. Et on avait parlé aussi de favoriser la formation continue accessible aux acteurs et aux familles aussi. Donc, favoriser de la formation aux familles, voilà, et aux parents. C'est ça. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, on va procéder maintenant aux bonifications. Donc, autant dans la salle comme tout à l'heure, vous pouvez vous avancer au micro si vous avez des éléments à ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. Pour les gens en web-diffusion, on vous invite à nous transmettre les éléments que vous souhaiteriez ajouter à la discussion en utilisant le bouton « Soumettre une question ». Et d'emblée, je vais regarder du côté de Guylaine. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui nous sont transmises? D'accord, un débat suggéré. Allons-y. En fait, quelqu'un du Saguenay soulève la question, est-ce qu'il serait possible d'aborder de façon claire le débat concernant le choix d'investir dans un réseau comme celui des CPE versus celui des écoles pour accueillir les 4 ans? Alors, le ferons-nous? La question est dans ce niveau. Effectivement, c'est toute une question, mais on est là, dans le fond, pour discuter. Donc, cette personne-là soulève, ou ce groupe-là soulève cette question-là. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui aimeraient s'avancer pour... Est-ce que c'est des choses qui ont été abordées dans le cadre de vos discussions? Autour des tables, oui. J'entends oui. Alors, pour ma part, il y a 10 classes de 4 ans dans mon école, 2 temps plein, 8 mi-temps. On a donc une expertise. Je crois que ça revient au milieu éducatif ou milieu de vie, peu importe qu'il soit dans un CPE où il y a un service de qualité, dans certaines garderies où il peut y avoir aussi des services de qualité, mais en autant que ce soit un service reconnu, réglementé, où les enfants peuvent évoluer. Pour ma part, le programme est respecté, donc c'est tout aussi ludique que ça peut l'être dans un CPE ou ailleurs. C'est un service qui est encadré. Pour les milieux défavorisés, en ce moment, c'est un milieu très économique pour les parents, parce que, à part les frais de scolarité de 45 $, si l'enfant ne va pas au service de garde, ils n'auront pas d'autres frais à payer pour l'année. Et moi, pour les familles qu'on dessert, c'est essentiel parce qu'ils n'auraient pas les moyens et ils vont sombrer dans la pauvreté parce que maman ne pourra pas aller sur le milieu du travail. Donc, je crois qu'on se dit qu'il faut une variété de services, il faut écouter les milieux, il faut surtout écouter les gens qui interviennent dans les milieux, parce qu'on a l'expertise de notre milieu, on connaît la réalité de nos gens, puis on veut les servir. Donc, il ne faudrait pas un système pour tout le monde. Toutefois, s'il y a une place où je peux le nommer, je trouve ça très difficile de gérer un système à 2 vitesses quand on a du mi-temps et du temps plein dans le même établissement. Parce que sur les 160 enfants qu'on reçoit aux 4 ans, la majorité sont de codes postaux très défavorisés,
comment est-ce que nous faisons le choix pour ceux qui vont être dans la classe avec une enseignante toute la journée et ceux qui vont être avec une enseignante une partie de la journée, une éducatrice du service de garde une autre partie de la journée. Ils finissent tous par passer les journées complètes à l'école de toute façon. Donc, comment on justifie auprès du parent que le sien est dans la temps plein, l'autre dans la mi-temps? C'est nous, sur le terrain, qui avons à expliquer l'inexplicable. Donc, je crois que c'est là où il faut s'interroger. Peut-être que pour mon milieu, que du temps plein serait nécessaire. C'est sûr que ça va être plus coûteux à l'État. Mais je crois qu'il y aurait des bonnes répercussions à long terme, puis qu'on y gagnerait comme société. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres milieux? Parce que je sais que souvent en région, on nous dit non, du mi-temps, c'est suffisant parce que les mamans sont là, vont chercher le petit, puis que l'intégration à l'école, juste à la demi-journée, c'est suffisant pour lui. Bravo. Sauf que dans des écoles, le milieu défavorisé, on se donne aussi un rôle plus grand que celui de l'école. On les nourrit, on a les repas de la mesure alimentaire. Ces enfants-là, on est certain qu'ils ont un repas par jour à l'école avec un coût très, très minime. Donc, on leur donne un plus. Puis dès les 4 ans, on leur donne ce plus-là. Nous, on voit les répercussions rendues en première année. Ils sont beaucoup plus disponibles pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Donc, il ne faudrait pas couper ça dans ces milieux-là. Mais je ne pense pas qu'il faut uniformiser le système non plus. Il faut juste écouter les milieux, puis écouter les gens sur le terrain. Merci beaucoup. Moi, je vais ajouter que c'est... Excusez, j'essaie de le descendre. Alors, je vais ajouter que c'est un moment difficile de cette question-là parce que c'est des moments où tout le monde est coupé. Tout le monde vit des difficultés. On est en période d'austérité et ça ne favorise pas, dans le fond, le travail collectif et le besoin de la clientèle, mais aussi de la réserve de maintenir mes acquis. Et je pense que l'important, c'est qu'on fasse connaître au gouvernement que la petite enfance, là, ça devrait être la priorité au Québec et qu'on devrait avoir ce qu'ils ont besoin pour que tous les enfants aient accès à des services éducatifs. Sinon, c'est à risque de se tirer des budgets. On ne se tire pas des enfants, on se tire des budgets. Et c'est ça qui est en train d'arriver actuellement. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut se méfier entre nous et de retourner la responsabilité auprès de ceux qui font actuellement, qui prennent des décisions inadéquates. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres commentaires, interventions dans la salle? En web diffusion? En lien avec cette école-là, non, mais j'ai une autre. Oui, bien. En lien avec la précarité économique. En fait, on dit au niveau provincial, il serait intéressant de bonifier l'aide sociale, en fait, tous les programmes d'aide de dernier recours pour les familles, la précarité économique étant, on le sait, un facteur de risque au niveau de la réussite. Donc, à moins qu'il y ait d'autres interventions dans la salle, on va clore notre demi-journée. Donc, avant que vous ne quittiez, je voudrais juste vous rappeler les prochaines étapes qui nous attendent. Donc, d'abord, je crois que c'est pas demain qu'on va envoyer on va vous envoyer un sondage d'appréciation pour évaluer ce premier événement de dialogue. Ça serait vraiment très apprécié si vous pouvez prendre quelques minutes pour le compléter parce que, on l'a dit, hein, c'est notre premier événement, puis évidemment, on a le souci de faire d'autres événements qui répondront toujours mieux à vos besoins d'échange, de dialogue. Donc, on vous envoie ça dès demain. Ensuite, au courant du mois de juin, donc, un sondage qui vous sera acheminé pour faire l'exercice de priorisation des actions. Donc, il y a un gros travail de synthèse qui va être fait. Je vous rappelle qu'on veut récupérer vos cahiers des participants. Donc, n'oubliez pas de les mettre dans la boîte là, à la sortie de la salle. Donc, on vous envoie ça en juin et là encore, on vous invite à y participer parce que plus vous serez nombreux et plus on aura des pistes de solutions qui seront fortes et qui seront basées sur une cohérence entre nous.
Et enfin, à la rentrée scolaire, tel que mentionné, la diffusion de la synthèse de ce premier événement de dialogue qu'on souhaite évidemment vous rendre disponible à vous, que vous puissiez le partager dans vos réseaux, mais également qu'on souhaite remettre dans l'espace public parce que l'idée, c'est que toutes ces belles idées sortent de la salle ici et de notre réseau en web diffusion. On veut évidemment que ça se rende aux décideurs, que ça se rende aux oreilles du grand public, que ça se rende aux oreilles de d'autres acteurs qui n'ont pas participé aujourd'hui. Enfin, je tiens à vous adresser vraiment les plus sincères remerciements pour votre participation. C'était notre premier événement de dialogue. C'est certain, on était un peu nerveux. On se disait, est-ce que ça va bien se passer? Puis ce type d'événement-là, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, le succès ne repose pas seulement, et même à la rigueur, c'est la plus petite partie qui repose sur la préparation qu'on peut faire. La plus grande part du succès, c'est vraiment de votre côté que ça se passe, c'est à quel point les gens vont participer, vont échanger, vont être capables de ramener les éléments forts de leur discussion en sous-groupe à l'ensemble du groupe et vraiment, vous l'avez fait merveilleusement bien. Donc, autant les gens en web diffusion que les gens dans la salle, je pense que vous méritez une très bonne main d'applaudissements. Alors voilà, c'est le moment de se quitter. Donc, je vais vous laisser, pour ceux qui ont des enfants, aller récupérer vos enfants. Je comprends ça, j'en ai 3 moi-même, donc à l'école. Alors, merci à tous. Puis, au nom de toute l'équipe de l'Observatoire des Tout-Petits, au nom de la Fondation Chagnon, mais aussi au nom des Tout-Petits, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée et merci de votre engagement.